D'autres pays, aussi bien le Royaume-Uni que la France, que l'Allemagne, ont donc embrayé derrière les États-Unis en faisant savoir qu'elles n'iraient pas au sommet du G7, que du coup les choses étaient inadmissibles. Dans les bons points aussi, il y a simplement le droit international. À un moment donné, de dire que les frontières de l'Ukraine, elles ont été reconnues par le mémorandum de Budapest en 1994, qui a été signé par les États-Unis, par le Royaume-Uni et par la Russie. Donc à partir du moment donné où il y a des troupes d'un pays étranger qui sont envoyées en Ukraine et que ces troupes-là s'appellent des troupes russes, eh bien donc il y a bien une invasion militaire. Donc il y a au niveau du droit international une invasion et ça veut dire qu'il faut que soit le pays s'en aille, soit qu'il y ait des sanctions ou rétorsions de l'autre côté. Après, les grandes questions dans les moins bons points, c'est qu'est-ce qu'on va faire au-delà des paroles. Et c'est là la grande question aujourd'hui. C'est que la condamnation, elle se fait, que derrière il peut y avoir des sanctions qui vont être mises en place, mais qu'on voit mal l'Europe intervenir militairement, qu'on voit bien que Vladimir Poutine aujourd'hui a parfaitement retenu la leçon de Barack Obama qui parlait de ligne rouge en Syrie et qui finalement ne franchissait pas le pas et que certainement il y a une volonté d'aller titiller les choses et que l'intérêt de Vladimir Poutine pour l'Ukraine est beaucoup plus fort que l'intérêt des Européens ou des Américains. Donc il ne veut pas laisser partir la Crimée. C'est ce hiatus en fait qui est important. Il faut regarder deux choses qui sont intéressantes. C'est d'une part l'attitude de Angela Merkel, parce que l'Allemagne est très ferme par rapport à ce qu'elle considère être aux portes de l'Allemagne. L'Ukraine, c'est son précaré, donc elle regarde ce qui s'y passe. Puis il faut regarder aussi quelles sont les sanctions économiques qui vont être mises en place, parce que vous savez, Barack Obama a dit « je demanderai à ce qu'il n'y ait pas d'accord économique qui soit fait entre les deux pays et que la Russie soit sanctionnée en quelque sorte, ça peut aussi faire changer la donne. » Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais comment réagissent les habitants de Crimée ? Justement, c'est intéressant aussi de voir la dualité de cette Crimée. D'abord, la Crimée a un statut déjà à part. C'est une république autonome, elle a beaucoup d'autonomie, donc elle est déjà moins sous le joug ukrainien que ce qu'on pourrait imaginer. Donc ça, c'est quelque chose qui est à conserver en tête. Ensuite, la Russie, ma foi, a tout à gagner à laisser les choses en état. Elle a déjà des accords mirifiques qui vont jusqu'en 2042 à propos de la Crimée. Donc c'est quelque chose qui est important. Et puis la Crimée, on a vu des manifestations qui étaient des manifestations pro-russes, mais il ne faut pas oublier que d'abord il y a beaucoup de Russes, mais qu'à côté il y a des personnes qui ne sont pas russes et qui ne sont pas russophones, donc qui ont envie d'autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Église d'Ukraine, elle, a bien fait savoir qu'elle n'admettait pas ce qui était en train de se passer. Vous savez, il y a plusieurs églises en Ukraine, mais l'Église autocéphale d'Ukraine a fait savoir qu'elle n'était pas du tout d'accord avec ce qui était en train de se passer. Donc ça veut dire que les orthodoxes ne participent pas à cet état d'esprit-là. Et l'autre chose qui est importante, c'est les Tatars aussi, qui, eux, ne sont pas dans une logique pro-russes et qui donc, si demain voient un déferlement des Russes arriver, seront peut-être molestés, pourront peut-être dire quelque chose et qui, dans ces cas-là, feront donner des résonances, peut-être y compris jusque dans le Caucase, vis-à-vis des Tchétchènes, qui pourront dire pourquoi est-ce qu'on laisse faire les choses en l'état. Merci beaucoup Armelle d'avoir été avec nous sur ce plateau et sur le terrain. Vous parliez bien sûr de la Crimée, cette région autonome pro-russe. Eh bien, les bases militaires, les aéroports ou encore les bâtiments officiels sont actuellement bloqués par des milliers d'hommes en armes identifiés comme des soldats russes. Pour en parler, nous rejoignons notre envoyé spécial à Pérévlan, Johan Baudin. Johan, on a même parlé de défection ces derniers temps dans l'armée ukrainienne. Bien, effectivement, je me trouve donc sur la base de Perevelnaya. C'est une base ukrainienne qui est encerclée par des soldats sans insigne, mais qui nous ont dit être russes et qui nous ont dit être là pour défendre les citoyens russes de Crimée. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à côté de moi, eh bien, il y a des miliciens pro-russes qui sont également sur place. Ils sont là pour soutenir cette action de ces soldats qui sont sous la tutelle des autorités locales, qui sont sous la tutelle de Moscou. Ces miliciens clament leur attachement à la Russie, voire leur rattachement de cette région autonome de Crimée à la Russie. Alors la situation sur place dans cette base de Perevelnaya, eh bien on peut dire que le face-à-face qu'il y a eu lieu depuis 24 heures entre soldats ukrainiens et soldats russes se poursuit, mais c'est un face-à-face qui n'est pas vraiment belliqueux puisque nous avons vu à plusieurs reprises des soldats ukrainiens sortir de cette base, des soldats ukrainiens sans armes. Ils nous disent tout est normal, tout comme ces soldats russes qui sont derrière nous. Ils nous disent tout est normal, tout est calme. Les soldats ukrainiens nous ont également dit qu'il y avait encore un certain nombre de soldats ukrainiens à l'intérieur de cette base. Les Russes vont-ils devoir prendre d'assaut cette base ukrainienne ? Rien
n'est moins sûr. Johan, la place de l'armée ukrainienne, quelle est la place de cette armée en Crimée ? Alors sur le papier, l'armée ukrainienne en Crimée, c'est 15 000 hommes, soit presque l'équivalent des forces russes déployées dans cette péninsule de Crimée. Les Russes ici, c'est environ 20 à 25 000 hommes déployés sur la base de Sébastopol. Mais attention, ces 15 000 hommes ukrainiens, ces 15 000 soldats ukrainiens stationnés en Crimée, eh bien, sont en piètre état. C'est une troupe en piètre état qui est mal équipée. Les nouvelles autorités de Kiev ont même affirmé que cette armée ukrainienne avait subi de telles coupes budgétaires ces dernières années sous la présidence de Viktor Yanukovych qu'il s'agissait d'un acte de sabotage de cette armée ukrainienne par Viktor Yanukovych. Que peut faire cette armée donc face aux 150 unités navales russes déployées sur la base de Sébastopol? Eh bien, peu de choses. Semble-t-il, quelques unités ukrainiennes auraient rejoint la base d'Odessa, mais l'amiral de la flotte ukrainienne de Crimée a annoncé hier qu'il faisait défection et se rangeait sous l'autorité des nouvelles autorités pro-russes de Crimée. Merci beaucoup, Johan. Vous étiez en direct d'Ukraine et de Crimée. Et je vous propose de partir à Kiev pour ouvrir cette édition. Le nouveau gouvernement ukrainien, à peine nommé, doit donc déjà faire face à une crise qui menace l'existence même du pays. Nous rejoignons notre correspondant à Kiev, Gulliver Krag. Gulliver, comment vit-on cette crise dans la capitale ukrainienne? Et d'abord, comment les nouvelles autorités réagissent-elles aux derniers événements? Alors, hier, à la sortie d'une session extraordinaire du Parlement ukrainien à huis clos, le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk a eu des mots très durs. Il parlait de déclaration de guerre. Il disait que le pays était au bord d'un désastre. Nous avons aussi entendu le chef du Conseil national de sécurité et de défense, Andrei Paroubi, qui a confirmé la mobilisation des réservistes. Donc, il semblerait que le gouvernement est absolument sur le pied de guerre, même si nous avons aussi eu cette information qui suggérerait que le président par intérim, Alexandre Turchinov, avait fait un très mauvais choix en nommant Denis Berezovsky à la tête de la marine, car ça c'était vendredi et ça c'était samedi, et hier dimanche, ce même Berezovsky a dit qu'il passerait du côté des Russes. Ça, c'était en Crimée. Il a donc été limogé. Donc ça, c'était un problème assez important pour le nouveau gouvernement, qui n'a pas, il faut le souligner aussi, manqué de dire qu'il était encore temps pour M. Poutine de se retirer et d'éviter la guerre. Et aussi, il a souligné qu'il considérait que le nouveau gouvernement ne représentait absolument aucune menace pour les russophones ukrainiens ou même pour les Russes vivant en Ukraine, et que tout cela, c'était la propagande de M. Poutine. Même message sur le Maïdan, dans une très, très, très grande manifestation anti-guerre. Toutes les personnes à qui j'ai parlé sur cette manifestation m'ont dit: nous ne voulons pas la guerre, la Russe, ce sont nos amis, c'est uniquement M. Poutine qui ment en disant que notre nouveau gouvernement est un gouvernement nationaliste qui constitue une quelconque menace pour les russophones d'Ukraine. Et Gulliver, Kiev n'est pas la seule ville ukrainienne où il y a eu des manifestations. Hier, dans l'est du pays également, il y a eu des rassemblements. Il y a eu des rassemblements de différentes sortes dans l'est de l'Ukraine, parce que dans les villes dans l'est plus loin, le Far East de l'Ukraine, si vous voulez, Donetsk et Luhansk, il y a eu clairement des manifestations contre le nouveau gouvernement. Et on me dit qu'en fait, les habitants de ces villes étaient plus disposés à accepter ce nouveau gouvernement il y a quelques jours qu'ils ne le sont maintenant. Ils ont notamment été très déçus par le fait que le nouveau gouvernement a tout de suite annulé la loi sur la langue que M. Yanukovych avait passée, qui était l'une des seules mesures passées par M. Yanukovych qui avait un réel soutien populaire et qui donnait un statut plus important à la langue russe et à d'autres langues minoritaires en Ukraine. Le nouveau gouvernement l'a annulé. Pour les habitants de Donetsk et Luhansk, ça c'était un signe que, effectivement, peut-être que ce que disent les Russes sur ce nouveau gouvernement et sur ses tendances nationalistes serait peut-être vrai. Alors là, il y a, paraît-il,
un peu de soutien qui augmente pour les Russes. Tandis qu'à Dnipropetrovsk et à Zaporogie, clairement des villes russophones à l'est de Kiev, mais plus dans le centre de l'Ukraine, là, nous avons vu des rassemblements importants anti-guerre, anti-Poutine. Merci Gulliver Crack, donc en direct de Kiev. Sur le plan militaire, à présent, pour l'heure, toujours aucun coup de feu n'a été tiré, mais les bruits de bottes sont toujours plus forts. Il y a quelques instants, les gardes-côtes ukrainiens affirment que des mouvements de navires sont signalés en mer Noire, aux alentours de Sébastopol. Le gouvernement ukrainien ne contrôle donc plus grand-chose dans la République autonome de Crimée. Et Gulliver il faisait allusion il y a quelques instants, parmi les symboles de cette perte de contrôle de Kiev, il y a eu cette défection hier du commandant en chef de la marine, à peine nommé. Il a rallié la Russie et demandé à ses hommes de déposer les armes. Julien Sauvager. Moins de 48 heures après sa prise de fonction, le commandant en chef des forces navales en mer Noire a demandé à ses hommes de déposer les armes. Moi, Denis Valentinovitch Berezovski, jure allégeance au peuple de la République autonome de Crimée, aux héros de la cité de Sébastopol. Avec l'approbation des commandants des unités militaires, je jure d'obéir aux ordres du commandant en chef de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. Une défection qui a pris par surprise le gouvernement ukrainien. Limogé et poursuivi pour trahison, il n'est plus censé diriger la flotte ukrainienne. Mais difficile de dire à qui vont désormais obéir ces soldats. L'appel à la communauté internationale du Premier ministre n'en est que plus pressant. Nous sommes au bord de la catastrophe. Il n'y avait aucune raison pour la Russie d'envahir l'Ukraine. À Maïdan, place de l'Indépendance, des dizaines de milliers de manifestants se sont réunis ce dimanche. Des drapeaux allemands, italiens ou encore français dans les mains. Ils sont là pour soutenir le nouveau gouvernement face à ce qu'ils qualifient d'invasion russe en Crimée. Pour les leaders de la contestation à l'ancien pouvoir, la lutte reprend et ne doit pas faiblir face à cette nouvelle menace. Nous devons tous faire ce que nous pouvons pour rester mobilisés. Rester mobilisés derrière une seule et même idée, libérer l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien a annoncé la mobilisation de ses réservistes et dénonce les actions de la Russie comme étant une déclaration de guerre. Sur le plan diplomatique, à présent, les grands de ce monde ont passé beaucoup de temps au téléphone ce week-end. Et parmi tous ces coups de fil, un seul apporte une petite lueur d'espoir pour l'Ukraine. Il s'agit de l'échange entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. Le président russe aurait accepté une mission de conciliation. C'est ce que dit la chancelière allemande, qui précise que cette mission pourrait être dirigée par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais il n'y a pas plus de détails pour l'instant. En attendant, le ton est encore monté ces dernières heures entre les principales capitales et notamment entre Washington et Moscou. Et c'est John Kerry qui est monté en première ligne sur ce dossier ukrainien et qui a sorti son carton rouge, comme nous le disait tout à l'heure notre correspondant à Washington, Philippe Gassot. C'est lui qui a monté le ton et il a menacé Moscou de le démettre de son siège au G8 et c'est quelque chose de très important. On sait que Vladimir Poutine tient à son lustre de grand démocrate, donc ça risque de le toucher de plein fouet. Et vous avez les propos de John Kerry qui ont été suivis par les autres membres du G8, le fameux G7, des représentants qui l'ont condamné. Il faut rappeler aussi que ces personnes sont très proches de Washington. Et puis il y a au niveau toujours des condamnations, vous avez les principaux leaders des pays occidentaux qui se sont joints à la cohorte de ceux qui dénonce l'action de la Russie en Crimée, mais il faut quand même prendre garde parce qu'on se demande ici à Washington ce matin ce que l'on peut faire. Est-ce que tout cela va porter des fruits? Est-ce que tout cela sert à quelque chose? Et quand on se reporte à une histoire relativement récente, depuis la Tchétchénie ou l'Ossétie du Sud, vous savez qu'il y a eu les bagarres, l'affaire de Géorgie, eh bien sur le terrain rien n'a changé, on a beaucoup critiqué. Souvenez-vous-en, l'aide de la Russie à la Syrie, elle se prolonge, elle continue. On a même critiqué, mais ça c'était plutôt du côté des Américains, le fugitif Snowden qui a trouvé un havre de paix à Moscou, eh bien les choses n'ont pas changé. Donc on se dit, il y a peut-être beaucoup de condamnations et peut-être pas tellement de résultats.
Je vous propose de nous intéresser à présent à l'aspect économique de cette crise. Vous nous avez rejoint, Georges Lédric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors d'un point de vue économique, la Russie en effet joue gros dans cette crise et la preuve c'est que ce matin, la bourse de Moscou dégringole. Oui, elle perd plus de 9%. C'est d'ailleurs le premier message des investisseurs. Ils ne peuvent plus ignorer la crise ukrainienne. Gazprom et Sberbank sont les entreprises les plus touchées. Elles sont très exposées, on le sait, à l'Ukraine. Elles perdent plus de 9% également. Le deuxième message, c'est que de plus en plus d'investisseurs veulent retirer leur argent du pays. La baisse pourrait toucher de nombreuses entreprises russes qui sont cotées sur d'autres places européennes. Un exemple, Lenta, la première chaîne d'hypermarchés russe qui s'est introduite en bourse la semaine dernière, a eu beaucoup de mal à vendre ses actions et son cours a fortement chuté ces derniers temps. De manière très concrète, cela veut dire que les entreprises russes vont avoir de plus en plus de mal à lever de l'argent sur les marchés et donc à pouvoir investir et se développer dans leur propre pays. Et Georges, une éventuelle confrontation entre les Russes d'un côté, Américains et Européens de l'autre pourrait avoir des conséquences économiques graves pour les deux camps. Oui, alors le premier point, c'est que les États-Unis et l'Europe ne sont pas du tout logés à la même enseigne à ce niveau-là. Il est beaucoup plus facile pour les États-Unis de prendre des mesures coercitives parce que la Russie n'est pas un partenaire commercial stratégique pour les États-Unis. C'est en revanche très différent pour l'Europe, qui est le premier partenaire commercial de la Russie, devant la Chine et la Biélorussie. Le principal point de contact, ce sont bien sûr les fameuses exportations de matières premières et de gaz naturel, des exportations qui représentent à peu près 40% du gaz russe pour l'Europe, et la Russie qui fournit donc 25% des besoins européens. Si le conflit s'aggravait et que le robinet du gaz venait à fermer, les conséquences ne seraient pas immédiates. Les fournisseurs européens de gaz ont déjà prévenu qu'ils avaient constitué des stocks. Ils peuvent tenir 4, 5, voire peut-être 6 mois. Mais l'autre point, c'est que la Russie, à elle non plus, pas forcément un grand intérêt à arrêter pendant longtemps ces livraisons. Donc les mesures risquent d'être plutôt à court terme. Donc on l'a compris, ni l'Europe ni la Russie n'ont intérêt à se lancer dans cette guerre économique. En revanche, l'Ukraine, elle, pourrait décider de ne pas honorer ses créances. Et c'est le risque numéro 1 pour la Russie aujourd'hui, car les entreprises russes détiennent 21 milliards d'euros de créances chez leurs voisins ukrainiens. 3 banques sont particulièrement exposées. Il y a Vneshekonombank qui investit près de 30% de son capital. Il y a Gazprom Bank avec 15% et VTB avec 11%, notamment via un certain nombre de filiales. Ces investissements sont aujourd'hui beaucoup plus risqués qu'il y a quelques années, parce qu'avec la crise, les entreprises ukrainiennes vont avoir beaucoup de mal à rembourser leurs prêts. Côté russe, on affirme en revanche que ces investissements sont une goutte d'eau dans le bilan des banques. Alors c'est peut-être vrai, mais les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude et ces banques pourraient avoir beaucoup de mal à lever de l'argent sur les marchés financiers elles aussi. Puisqu'il est certain aussi, Georges, c'est que des sanctions commerciales ou bien ce défaut de paiement ukrainien interviendrait au mauvais moment pour la Russie parce que sa propre économie est en train de ralentir. Oui, le pays a enregistré un taux de croissance d'1,4%. C'est en nette diminution par rapport à l'année dernière où le taux de croissance était de l'ordre de 3%. Et surtout, le rouble, la monnaie nationale, est en train vraiment de chuter. Elle a perdu 16% sur l'année. Elle chute de plus de 2% déjà ce matin. Et d'ailleurs, la Banque centrale russe vient d'annoncer une mesure. Elle fait passer le taux d'intérêt de la Banque centrale de 5,5% à 7%. Donc c'est une hausse très importante. Ça suit un petit peu la hausse qu'avaient déjà décidé la Turquie et l'Inde parce que c'est des pays émergents qui sont confrontés à une baisse radicale de leur monnaie. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat des ménages qui risquent de fortement frapper la consommation intérieure. Merci Georges Lédric, merci donc pour cet éclairage économique. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure sur la situation en Crimée, sur ce bras de fer international avec la Russie. Situation que nous suivons bien sûr en temps réel sur France 24 et sur notre site internet et nos applications mobiles avec le récit là aussi minute par minute des derniers événements tout au